Le 12 mars 2020, un vent de panique gelait le monde de la Formule 1 lorsque le monétisation virus menaçait la tenue du Grand Prix d'Australie à Melbourne. Après une journée de doute, avec des dirigeants en panique et le retrait de certains pilotes et de McLaren, c'est comme si la Formule 1 avait été mise en pause. Mais ce dimanche, en Formule 1, le paddock revenait sur les terres d'une de ses destinations préférées, si souvent symbole d'ouverture de saison, sur l'atypique tracé dessiné au cœur de l'Albert Park de Melbourne, repensé pour l'occasion afin de donner un coup de neuf sur ce tracé qui ne semblait plus adapté aux Formule 1 modernes. Et que diantre la combinaison de ce nouveau tracé et des F1 à pseudo-effet de sol fut magique. Oh que non, nous étions loin des beaux spectacles à paillettes que furent Jeddah et Bahreïn, mais la Formule 1 nous a offert un subtil spectacle qui ne laissera un bon goût qu'aux plus fins observateurs, là où un spectateur moins habitué pourrait voir un prolongement de son sommeil écourté, seulement amusé par quelques interruptions de course. Mais nous avons bien eu des luttes à tous les niveaux, des erreurs de pilotage qui étaient jadis si fréquentes sur ce tracé, et une nouvelle leçon pour mieux comprendre comment le déroulement des courses 2022 va lentement nous faire basculer vers une nouvelle philosophie des stratégies. La FIA aura la sagesse de retirer une de leurs 4 zones de DRS prévues et faire aussi quelques rappels aux pilotes quant aux mesures de sécurité concernant leur équipement, ce qui semblait leur déplaire. Ah, cette éternelle dissonance cognitive sur les inconvenances que posent les impératifs sécuritaires et leur louange chaque fois qu'ils se révèlent efficaces. Dans les coulisses, Ferrari semble avoir tout appris de Mercedes en étant constamment sur la réserve quant à leur capacité avant d'exterminer la concurrence le dimanche, et Red Bull reste sur sa lancée de poser de grosses attentes avant d'être trahi par leur unité de puissance Renault Tag Heuer. Et si t'as pas compris que c'est pas une erreur et une blague, je peux rien pour toi. Les choses commençaient mal pour les rouges, car avec une voiture qui n'arrête pas de rebondir, et avec Sainz victime de toute la poisse du monde en qualif, la pole position de Leclerc était peu rassurante face aux 2 Red Bull derrière lui, et au départ, Hamilton diminue la menace Red Bull en passant Pérez. Verstappen, quant à lui, souffre de graining au bout de quelques tours et perd près de 1 seconde au tour sur Leclerc, et avec le plein d'essence, ce dernier ne semble plus souffrir de marsouinage. La vie est rose pour les rouges, quoique, le second tour est marqué par la sortie de piste de Sainz qui, après un départ ruiné par un problème technique, décide de mettre un terme à ses souffrances. D'autres pilotes se sont fait avoir par des excursions hors piste, dont Vettel au virage 11, mais il évite le mur d'un rien, et Magnussen, lui aussi au virage 9, et il aura la sagesse de ne pas mettre un coup d'accélérateur sur l'herbe, et revient en piste en ne perdant qu'une position face à Joe. La sortie de Sainz entraîne une voiture de sécurité durant laquelle Aston Martin appelle Stroll pour faire un gros pari stratégique. Le week-end des Aston Martin est un enfer. Vettel, sorti de convalescence, manque d'expérience de ses nouvelles machines et voit ses essais libres 1 interrompus à cause d'un ennui moteur et il se crache lors des essais libres 3. Stroll, quant à lui, s'est aussi crashé en libre 3 et a attiré de nombreuses offres de sponsoring de la part d'opticiens lorsqu'il s'est rabattu sur Latifi en qualification, causant un crash et gagnant 3 places de pénalité. Ce qui n'a pas changé grand-chose puisqu'il partait dernier. Parti en pneus durs, on lui chausse des pneus médiums et on l'arrête le tour suivant pour lui remettre les pneus durs. Et ainsi, il n'aura pas à s'embêter à faire le moindre tour de course en changeant de pneumatique puisqu'il l'a fait sous voiture de sécurité. Au milieu de ces inquiétudes pneumatiques et de différences de vitesse de pointe, estimées à 8 km/h à l'avantage de Red Bull face à Ferrari, les fans de Leclerc sont vite rassurés parce que le monégasque vole, prenant des demi-secondes au tour à Verstappen pendant que Pérez perd du temps à repasser Hamilton. Comme on le disait, au bout d'une dizaine de tours, Maximus se plaint de graining, commence à bloquer ses roues, mais il n'était pas le seul. Alonso, Magnussen, Vettel, Albon et Stroll commençaient la course en pneus durs et également ils commençaient tout juste à améliorer leur temps au tour, au contraire des autres pilotes en pneus médiums. Quoique, tous, non. Un irréductible monégasque résiste à la dégradation. Tout le monde s'arrête aux alentours du 20e tour, et c'est à ce moment que Vettel mange trop de vibreurs à la sortie du virage 4 et envoie son Aston Martin dans le mur. Et c'est une nouvelle voiture de sécurité qui vient chambouler la donne.
Ceux en pneus durs restent en piste, sachant que leur pari est désormais perdu, avec tous les écarts annulés, alors que George Russell fait partie de ceux qui bénéficient d'un arrêt gratuit et passe ainsi Pérez et Hamilton. À la relance, Checo se débarrasse d'Alonso et de lui, alors que Leclerc se fait une petite frayeur en relançant la course moins bien que Verstappen, mais il parvient à conserver la tête. Heureusement, le compte Twitter de la Formule 1 nous permettra de revivre ce grand moment d'histoire et palpitant qui a duré 100 mètres. Mais contrairement à ce qu'il croyait possible, Verstappen voit sa frustration atteindre son paroxysme lorsqu'il abandonne à cause de son moteur. La dernière vraie lutte de la course se situe dans le peloton, avec Stroll qui mène Gasly, Bottas, Alonso, Joe et les Haas, en espérant réussir son pari, mais entre ses manœuvres peu appréciées par la direction de course et la faiblesse de sa machine, il termine 12e. Devant, Leclerc prend sa 4e victoire en Formule 1, égalant Dan Gurney, Bruce McLaren et un ancien pilote Ferrari dont je tairai le nom. Sergio Pérez prend son premier podium en 2022 après les déconvenus de Bahreïn et Jeddah, et Russell prend le 2e podium de sa carrière et son tout premier en Grand Prix. T'as compris ce que je voulais dire. Deux salles, deux ambiances chez Ferrari. Encore un des favoris pour la pole position, Sainz voyait sa Q3 tourner au cauchemar. Après que son premier temps fut interrompu par le drapeau rouge causé par Alonso, il restait bloqué au stand à cause d'un ennui moteur et il ne put repartir que trop tard, ne pouvant pas profiter d'un ou deux tours pour mettre ses pneus en température comme les autres pilotes, et il a commis une erreur dans son tour rapide à cause de ce manque de préparation. Après cela, il a eu un ennui au départ avec son système d'anti-calage et a perdu de nombreuses places, et avec ses pneus durs, il n'était pas à son avantage et la panique s'est installée. Il s'ouvre au virage 11 pour laisser passer Schumacher, et au tour suivant, au virage 9, alors qu'il tente de reprendre sa position, il tire à l'extérieur avec trop de vitesse dans le virage, s'ouvre, part dans l'herbe, et peut-être inspiré par son paternel se sent l'âme à faire du rallye en donnant cette petite impulsion sur l'accélérateur, et c'est là que la voiture part et va s'enterrer dans le bac à gravier opposé. Il y avait presque un aspect grosjanesque du Grand Prix d'Espagne 2018 à vouloir rattraper l'erreur initiale en donnant ce nouvel élan, si ce n'est que Sainz a eu la chance de ramasser personne, et aussi que quand même, c'était pas aussi bête que Grosjean en 2018. Inutile de dire que dans le garage monégasque, l'ambiance était bien différente avec Leclerc qui enregistre le premier grand chelem de sa carrière et le premier de Ferrari depuis Singapour 2010 avec Alonso. Il n'est pas exagéré de dire que c'est la première victoire dominante de Leclerc, parce qu'encore à Bahreïn, Red Bull restait un semblant de menace. Là, il avait pratiquement un arrêt d'avance en moins de 20 tours, et je vous laisse imaginer l'écart avec Pérez sans les interventions de safety car. Mais outre l'aspect statistique, il y a très peu à dire sur Charles, et même si c'est amusant de s'émerveiller sur l'état du championnat pilote, c'est assez inutile au bout de 3 courses seulement. Et à voir l'écart entre Pérez et les Mercedes pendant la course et au drapeau à damier, on peut même penser qu'à la vue des 2 courses précédentes, ce n'est pas tant Ferrari qui s'affirme, mais Red Bull qui manquait de rythme. Nous étions habitués à voir les Red Bull et Ferrari s'enfuir aisément, et c'était pas le cas aujourd'hui. L'an dernier, nous avions Max et Lewis qui enchaînaient les doublés en début de saison, et nous aurions pu avoir la même chose cette année si Verstappen n'avait pas perdu 2 deuxièmes places à cause de son Red Bull Powertrain. Mais content de l'équilibre de sa machine en qualification depuis le début de la saison, Verstappen ne pouvait espérer guère mieux que la seconde place ce dimanche, avec Sainz d'absent évidemment. Le seul moment où Maximus a pu espérer briller fut lors de cette deuxième relance quand Leclerc est mal sorti du dernier virage, mais le pilote Ferrari s'est très bien défendu. C'est Checo Pérez au final qui récupère la 2e position après une course tout sauf ennuyante. Passé par Hamilton en début de course, il était obligé de le repasser après la première voiture de sécurité, avant que le septuple champion du monde ne le dépasse à nouveau en fin de relais, tant Pérez perdait de temps avec ses pneus usés. Après son premier arrêt, il a dû repasser Hamilton en piste, profitant de l'arrivée de la safety car parce que Hamilton était quand même super bien placé pour le repasser, et ensuite à la relance, il a dû redépasser Alonso et Russell. Premier podium de la saison du Mexicain qui, pour ses 3 premières courses, a fait oublier que pendant 3 saisons, Red Bull souffrait énormément à avoir un second pilote compétitif en qualif et en course. Checo n'est plus là
juste pour récupérer des miettes et faire un beau résultat quand il arrive à s'accorder avec sa machine. Et dans une saison qui sera probablement exigeante pour les deux top teams, le numéro 2 ne peut pas se permettre de se mettre dans le bac à gravier. Et encore je dis numéro 2, mais techniquement, pour la première fois depuis 2018, c'est pas Verstappen le pilote Red Bull le mieux classé au championnat. Battu par la McLaren cliente de Norris en qualification, les deux Mercedes se sont débarrassés de la menace papaye dès leur envol, et opportuniste par excellence, Hamilton a profité du fait que Perez fut tassé à l'extérieur par Verstappen pour pointer en 3e position. Il s'amusera principalement avec le Mexicain en le repassant au 19e tour, mais comme à Jeddah, Lewis était du mauvais côté de la voiture de sécurité parce que c'est Russell qui en a profité pour récupérer la 3e position en piste derrière Leclerc et Verstappen. Le jeune Britannique opposera une belle résistance face à Perez, mais un peu vaine également, et peut-être pas assez conservatrice parce qu'il a permis à Hamilton de le rattraper en fin de course, mais ce dernier devra ralentir pour pallier à des problèmes de surchauffe. En seulement 3 courses, je pense qu'on peut dire que Russell est très loin de décevoir les attentes qu'on pouvait avoir autour de lui pour remplacer Bottas. Le voilà 2e du championnat, alors qu'on doit attendre de lui au pire une 6e position, et loin de moi l'idée de voir autre chose qu'un admirable concours de circonstances qu'il tire à son avantage, un peu comme Norris l'an dernier lorsqu'il était 3e du championnat à la mi-saison, puisque Russell bénéficie de 3 abandons Red Bull en 3 courses et de celui de Sainz. Mais la comparaison face à Hamilton me paraît particulièrement flatteuse, et pour le moment, à l'instar de Perez, il est là pour prendre les résultats quand Lewis souffre ou rencontre des difficultés. Hamilton reste évidemment la référence, mais Russell est un petit rien derrière son coéquipier et ça me paraît amplement suffisant après 3 grands prix dans une nouvelle équipe pour construire son développement. Course très solitaire des McLaren, donc très peu de choses à faire remonter pour être honnête, si ce n'est que la voiture marchait bien sur ce tracé. Il serait trop optimiste de penser que leurs inquiétudes de début de saison sont effacées, mais c'est un signe que la voiture peut fonctionner admirablement dans les bonnes conditions. Norris et Ricciardo ont passé leur course à se suivre et marquent 18 points, même s'il semble que Norris n'était pas à fond car il souffrait de problèmes mécaniques et Ricciardo est sagement resté derrière pour préserver le résultat de l'équipe. Hélas, les deux pilotes McLaren ne pouvaient pas suivre le rythme de course des Mercedes, mais aucune menace n'était particulièrement présente derrière. Parce qu'on a aperçu quelques étincelles d'espoir chez Alpine ce week-end, avec un Alonso sublime en qualification, à une panne hydraulique près d'accomplir un miracle. Mais en course, Nando a été bien impuissant face au vent qui tournait contre lui. Débutant en pneus durs, sa stratégie a été gâchée par la seconde safety car qui regroupait le peloton et ruinait les écarts creusés en début de course. C'est le même contexte qu'on a vu à Jeddah avec Hamilton, Hülkenberg et Magnussen. Mais une fois en pneu médium en fin de course, il s'est retrouvé coincé dans le train Stroll et il a servi un de mes messages radio préférés depuis bien longtemps à demander Mais dans ce train de DRS, les pneus médiums n'ont pas pu tenir et il a perdu beaucoup de rythme en fin de course. Pour Ocon, il récupère de nouveaux bons points, à regretter de devoir porter quelques pièces que l'équipe voulait tester ce week-end et qui ne semblent pas convenir. Il a eu beaucoup de mal à remonter dans le peloton en passant 2/3 de sa course coincée derrière Albon, mais on va y revenir quand on parlera du pilote Williams. Bottas termine 8e après avoir été éliminé en Q2 pour la toute première fois depuis la prise de la Bastille en juillet 1789. Ce fut un week-end plus compliqué pour Alfa Romeo, alors que pour une fois les deux voitures sont parties normalement sur la ligne de départ sans trop patiner. Mais Bottas, après être monté derrière Ocon, s'est fait racketter sa position par Stroll qui l'a forcé hors de la piste, ce qui a permis à Gasly de le dépasser et a passé une bonne partie de sa course dans ce train de DRS où il était presque impossible de doubler. Dans les derniers tours, après avoir dépassé Stroll, Gasly lui rend gentiment sa position et termine avec 4 beaux points. Zhou, quant à lui, échoue une nouvelle fois en 11e place, mais encore une fois en ayant passé la course jamais très loin de son coéquipier. Il a dépassé Magnussen lorsqu'il s'est mis dehors en début de course, mais il n'a pas réussi à remonter plus car il s'est arrêté juste avant la voiture de sécurité et est ressorti bon dernier puisque tous les autres ont profité d'un arrêt gratuit. Il a donc dû repasser les deux pilotes Haas, Tsunoda et Stroll en fin de course pour obtenir ce résultat, preuve en est que son rythme du dimanche est toujours très solide,
mais en qualification, c'est particulièrement médiocre et même mauvais pour être honnête. Ça reste ses tout débuts et le peloton est particulièrement resserré, mais quand même se prendre 6-7 dixièmes à chaque fois, c'est pas glorieux. Mais vaut mieux qu'il galère en qualification et brille en course que l'inverse, parce que les équipes ont tendance à préférer les pilotes qui font des bons résultats le dimanche. Pour une fois, Tsunoda a réussi à qualifier son Alpha Gasly pas trop loin de son coéquipier et ça laissait présager de belles choses pour sa course. Mais bon, vu que les présages c'est de la daube, ça l'a pas empêché d'être juste lent en course, parce que après son arrêt précédant la voiture de sécurité, il était juste derrière Gasly en piste et il finit en fond de grille alors que Gasly est 9ème. Pour ce dernier, ce début de course était plutôt calme dans le peloton, et après plusieurs tours coincés derrière Stroll, il semblait en bonne position pour revenir sur Ocon et Albon, mais il a souffert de problèmes sur sa pédale de frein, et il a tiré tout droit au virage 13, et a laissé sa 8ème position à la faveur de Bottas. AlphaTauri est loin d'avoir la voiture pour jouer régulièrement les points, donc il semble que ces petites unités grappillées peuvent s'avérer primordiales si la voiture ne s'améliore pas au fil de la saison. Et en parlant de choses qui s'améliorent pas, on va parler des Aston Martin. Il m'est difficile de blâmer Vettel qui arrive avec beaucoup de retard dans ses nouvelles F1 qu'il appréciait si peu à l'intersaison, et avec une petite vingtaine de tours effectués tout le week-end, parce qu'un problème moteur ne l'a pas aidé en essai libre 1, mais il faut admettre qu'il ne s'est pas aidé non plus en sortant de la piste en essai libre 3 et en crachant sa voiture. Sa course se résume à essayer de comprendre la voiture avec une sortie de piste en début de course, puis une erreur fatale à la mi-course qui pour le coup ne semble pas être totalement due à un manque de compréhension de la voiture, mais juste en étant trop large au virage 4 et en réaccélérant sur le vibreur. J'ai pas envie de m'étendre sur le sujet dans cette série d'émissions, mais je me demande ce qui me fait le plus de mal à voir ce week-end entre Alonso, qui a encore une fois toute la poisse du monde quand il faut pas, et de voir Vettel en si pathétique posture. Heureusement, c'est son équipier qui a volé toute l'attention ce week-end. Autant perdre la voiture tout seul comme un grand en essai libre, ça arrive à tous. Mais la manière dont il a oublié qu'il n'était pas tout seul en piste lors de la qualification, alors qu'il avait une Alfa Romeo en tour rapide derrière lui et qu'il venait juste de dépasser Latifi, est simplement inadmissible à ce niveau de compétition. En tout cas, j'ai tendance à le croire avec beaucoup de force. Je vais passer sur sa pénalité pour avoir zigzagué devant Bottas en course, c'est pas beau mais on l'a déjà vu par le passé chez d'autres, donc non, la sanction est pas volée du tout parce que Bottas a vraiment dû lever la pédale d'accélérateur, mais pour le coup je trouve que son tout droit sur Bottas pour le dépasser était vraiment pas beau, mais bon, la FIA l'a accepté très souvent l'an dernier et apparemment ils vont pas changer pour le moment, donc écoutez, si les gars veulent vraiment dépasser un pilote, y a juste à tirer tout droit, le forcer à aller hors de la piste et rester devant. Mais passons tous ces détails parce que j'ai envie de me faire l'avocat du diable, pardon. Parce que, après ce week-end, le pilote canadien est unanimement matraqué et j'ai envie de remettre certaines choses en perspective. Certes, il a eu du mal à se démarquer d'un remplaçant rouillé sur les premières manches. Hélas, Junior a rarement été le plus brillant le samedi et ça lui a souvent coûté cher le dimanche, mais le fait est qu'en course, il y a très peu de choses à lui redire, si ce n'est ce qui concerne justement le roue contre roue où il est souvent un attaquant très approximatif, comme on l'a vu ce week-end. Et sincèrement, sur cette course, j'ai trouvé qu'il établissait une belle performance, à presque faire oublier son samedi, dans un week-end où il me semble clair que l'Aston Martin était la voiture la plus lente du plateau, parce que même Albon défendait que la Q2 était jouable pour sa Williams, avant que le drapeau rouge ruine tout, alors que chez Aston Martin, on jouait au mieux la 18e, 17e place. Donc en jouant avec le règlement sous voiture de sécurité pour se débarrasser de cette idiote règle des 2 composés obligatoires en course, et en remettant un 3e train de pneus durs lors de la seconde voiture de sécurité, son pari était réussi parce qu'il a fait ce qu'il fallait pour se retrouver dans le top 10 avec aucun arrêt restant de programmé. Et il était dans la même situation qu'à Jeddah, à savoir en position de marquer des points, mais avec une machine trop lente pour l'aider à arriver à son but. À aucun moment, attention, je ne cherche à excuser le chaos qu'il a causé ce week-end, parce que c'est tout à fait condamnable, mais j'ai quand même envie de rappeler ces quelques éléments avant de le classer dans la catégorie des cas désespérés comme son compatriote, parce que lui, Latifi, j'ai aucune excuse sous la main pour le coup. Passons d'une déception à une autre avec As qu'on attendait si fort dans les points,
Et ils en sont loin. Ce week-end aura permis à Schumacher de briller un peu, battant Magnussen en qualif et en course, même s'ils ont passé la course plus ou moins à se dépasser et que Schumacher a dépassé Magnussen dans l'avant-dernier tour, et Magnussen n'a pas opposé de résistance parce qu'ils étaient en train de chasser Stroll qui allait subir 5 secondes de pénalité. Schumacher nous a quand même offert un petit écart en début de course où il a perdu la position sur Zhou et Magnussen, mais Magnussen a aussi perdu la position sur Zhou en sortant de la piste à son tour. Donc chez Haas, c'était peut-être un week-end pas très glorieux pour les pilotes, mais de toute façon, l'équipe suspectait un problème de réglage dès le début du week-end parce que à aucun moment la voiture semblait dans le coup pour jouer le top 10. Ils se sont fiés aux réglages qu'ils utilisaient sur l'ancien tracé de Melbourne, ce que j'ai du mal à comprendre parce que effectivement, c'était très différent quand même, sans cette chicane, ça devenait un tout autre tracé, peut-être plus efficace à Imola, parce que c'est clairement un week-end décevant pour Haas, parce que je pense qu'en jouant bien leur coup, ils auraient pu marquer des points. Et je vais conclure avec Williams et Albon parce que c'est un sacré pari et un sacré coup qu'ils ont opéré. Avec Latifi détruit par Stroll en qualification et Albon disqualifié pour ses quelques centilitres manquants dans sa monoplace, le week-end commençait très mal. Au départ, Albon est resté au fond, passant uniquement Stroll en piste et laissant les stratégies se mettre en place, alors que lui continuait avec ses pneus durs. Et un peu comme à Jeddah, il s'est retrouvé dans le top 10 après les safety cars, mais on s'est dit lors de la voiture de sécurité virtuelle, suite à l'abandon Verstappen, qu'il était assez idiot de pas imiter Magnussen et Alonso, parce que aussi ils étaient en pneus durs, ils étaient dans leur fenêtre d'arrêt au stand, avec tout le peloton regroupé de la sorte, c'était le seul moment où vraiment ils pouvaient avoir un arrêt à peu près gratuit. C'était à peu près le seul moment où ils pouvaient s'arrêter en limitant la casse. Mais justement, perdu pour perdu, Williams a prié jusqu'à la fin et ça a marché, parce que non seulement Stroll se chargeait de retenir tout le peloton derrière, mais en plus Albon était dans le rythme des McLaren et de Ocon. Et en même temps, c'est un peu une surprise pour toute l'équipe Williams et Albon, et également une magnifique prestation de sa part. Mais aussi, ça me force un peu à me demander si Pirelli, ils ont pas été un petit peu trop conservateurs avec leur composé pour ce week-end, parce que les pneus durs, j'ai l'impression qu'ils ont très bien duré chez tout le monde, mais que c'était les médiums qui tenaient pas. Outre l'aspect sportif, être enfin revenu à Melbourne me semble rafraîchissant, parce que c'était pour moi une destination qui se faisait manquer ces dernières saisons, en tout cas pour ma génération qui a grandi et vécu avec l'habitude qu'un championnat du monde débute là-bas. L'atmosphère y est toujours particulière et si les 2 épreuves précédentes étaient sûrement plus intenses sur la piste, retrouver de telles tribunes et enfin un Grand Prix de jour avec du soleil et tout, ça redonne un peu de vie à un Grand Prix de Formule 1 parce que pour être honnête, j'en peux plus des courses de nuit. Et sans être la course la plus palpitante du siècle, Melbourne nous a offert un beau spectacle formulanesque pour la première fois depuis bien longtemps au cœur de l'Albert Park. Charles Leclerc quitte l'Australie avec le plus gros avantage d'un pilote Ferrari au championnat du monde pilote depuis Alonso en 2012, et même si ça a assez mal fini pour ce dernier, il emmène son équipe à domicile sur le circuit Enzo et Dino Ferrari en tant que clair favori. Après avoir gagné à Monza, nul doute que les tifosi rêvent d'une nouvelle victoire à la maison qui viendrait embellir un titre qu'ils espèrent célébrer depuis 2007-2008. Sainz ne sera pas le seul à vouloir rebondir plus fort que jamais, alors qu'il sombre dans l'ombre d'un coéquipier de plus en plus imposant, car outre l'inquiétant manque de fiabilité du moteur Red Bull, l'écurie autrichienne était très loin ce week-end, et si ça venait à se répéter, non seulement Ferrari continuerait à creuser son avance, mais Mercedes pourrait bien être là pour venir les titiller en étant les surprenants deuxièmes au championnat pilote et constructeur. Mais bon, encore une fois, j'ai l'impression d'avoir parlé beaucoup trop longtemps, donc j'espère avoir été suffisamment complet pour revivre du mieux ce Grand Prix d'Australie 2022, et je vous remercie pour votre écoute, j'espère que vous avez passé un agréable moment sur Formule Blabla FM. Envoyez un whiz si vous avez apprécié regarder cette vidéo et abonnez-vous à la newsletter et je vous donne rendez-vous... Non, je vous donne pas vraiment rendez-vous, mais bon, on se retrouvera bientôt pour parler de Formule 1 et d'autres trucs, surtout de Formule 1. Allez, bisous!